dans ce monde incertain. Diviser. Où trouver sa place. Observons le monde d'un point de vue scientifique. Quelle en est la pratique qui détermine ce qui unit des personnes entre elles? La sociologie. Dans les années 60, le sociologue américain Paul Ray et la psychologue Sherry Anderson ont mis en évidence une nouvelle catégorie socioculturelle. Les créatifs culturels. Qui sont-ils? Les créateurs de culture sont donc des individus répertoriés par la sociologie. L'un des critères d'identification des créatifs culturels est le fait qu'ils adoptent une vision globale et intégrale du monde. La démarche de prendre en considération un tout fait émerger chez l'individu un esprit critique sur le monde qui l'entoure. À cela, il est nécessaire de préciser que la critique n'est nullement un jugement mais bien une démarche d'observation préalable à la formulation de solutions. Un autre critère qui permet d'identifier sociologiquement les créatifs culturels est le fait qu'ils sont en commun de ne pas retrouver certaines de leurs valeurs personnelles dans le fonctionnement de la société qui leur est proposée. Ils abordent ainsi leur existence avec particularité. Bien souvent, ils conduisent leur propre choix au profit d'une vision de leur personne associée au collectif dans lequel ils se déterminent. Par une approche critique personnelle, les créatifs culturels sont des individus qui abordent distinctement une démarche d'ingénierie sociale. Quel fonctionnement adoptent-ils? En tenant compte des critères qui permettent d'identifier les créateurs de culture, c'est-à-dire l'observation globale et intégrale du monde, ou encore d'influer sur une communauté déterminée, en fonction de ses propres valeurs personnelles. Il est envisageable d'imaginer le déploiement des techniques de l'information et de la communication et plus particulièrement Internet, comme un vecteur technique positif pour les créateurs de culture. De là à confondre les créateurs de culture et les internautes, il n'y aurait qu'un pas. Internet, qui est un outil sur lequel se connectent des usagers reliés les uns aux autres, constitue un facilitateur de rencontres mais également une forme de connaissance toute particulière. Chaque domaine de la vie, quel qu'il soit, peut être observé sous des angles différents, complémentaires, permettant par l'esprit critique de plusieurs internautes de formuler des analyses pertinentes et d'identifier des problématiques dans leurs causes et leurs conséquences. Par ailleurs, Internet est un média actif, c'est-à-dire un outil participatif où chaque individu contribue à son échelle à alimenter l'information que l'on trouve sur Internet, quelle qu'elle soit. Internet, c'est aussi une économie. Sur Internet, chaque utilisateur échange des informations. L'utilisateur est à la fois observateur de l'information mais aussi acteur, puisqu'il donne lui-même, sans même parfois le savoir, une contrepartie informative. Cette contrepartie que l'usager échange parfois sans consentement, induit une économie systémique de l'Internet. Cette économie de l'Internet matérialise une circulation des informations entre les usagers. C'est une économie complexe où s'échangent une multitude gigantesque de valeurs diversifiées. Il peut s'agir de valeurs ancrées dans le matérialisme et l'économie réelle, comme des monnaies, ou bien encore des biens et des services. Ou au contraire, s'agir de valeurs morales ou personnelles, éloignées de prime abord du matérialisme et de l'économie dite réelle. Comme les valeurs d'influence et d'appréciation par exemple. Chaque jour, de nouvelles valeurs sont créées et d'autres disparaissent. Puisque chaque personne possède sa propre capacité créatrice, chacun est alors en capacité de produire de l'information. Celle-ci devient une valeur qu'il peut échanger sur Internet contre d'autres valeurs qui lui conviennent. Tout le monde peut donc devenir un acteur conscient de l'économie de l'Internet. En outre, produire de l'information sur Internet, quelle qu'elle soit, c'est s'inspirer du monde réel contrairement à ce que l'on pourrait croire. Le monde virtuel, plus particulièrement les flux d'informations, sont une vitrine du monde réel. Elles s'inspirent donc des perceptions du monde réel des internautes. Qu'est-ce que l'économie contributive sur Internet? Puisqu'il existe une économie systémique de l'Internet et qu'elle est ouverte à tous ses usagers, que chacun peut participer à cette économie pour faire circuler diverses valeurs. Il existe des groupes d'intérêts communs sur Internet où se partagent des informations et des valeurs. Ces groupes d'intérêts permettent l'existence de productions individuelles mais aussi collectives. Parfois dans ces groupes d'intérêts vit le désir de créer collectivement. Internet, qui relie des personnes et des compétences, favorise la naissance de projets communs. Ces projets communs sont construits sur le mode de la contribution individuelle et collective, à la construction d'une ou plusieurs tâches permettant un dessein commun. L'appréciation personnelle, le désir et la volonté constituent pour chacun la juste mesure des contreparties à sa propre participation.
L'exemple de l'open source contributif. Parmi les projets que l'on peut trouver sur Internet, il existe plusieurs formes d'organisation pour les mener à bien. L'open source en est un modèle organisationnel, c'est-à-dire un ensemble de tâches constituant la source ou la base d'un projet et dont la réalisation est ouverte au public. C'est un peu comme si vous organisiez un pique-nique. Soit vous vous faites maître d'œuvre de ce projet et dans ce cas, vous lancez les invitations dans un lieu que vous avez préalablement choisi et vous organisez ce que chacun amènera. Soit vous construisez votre pique-nique sur le modèle de l'open source. C'est-à-dire que vous lancez l'idée dans un réseau de relations de personnes, tout en notifiant un certain nombre de tâches nécessaires à la réalisation de votre pique-nique. À savoir, définir un lieu et une date, définir un nombre de présents, définir qui amène quoi, etc. Laissant aussi la possibilité ouverte de déterminer de nouvelles tâches complémentaires. Ce n'est plus une personne qui décide pour tout mais bien, un ensemble de personnes qui apportent leurs désirs, leur expertise, leur bonne volonté, etc. La différence dans ce mode d'organisation se situe dans son propre modèle de fonctionnement. Il est possible de prendre le même type d'exemple organisationnel pour des projets bien plus complexes ou ambitieux car les fonctions de l'open source favorisent l'efficience même à un grand nombre de participants. Quels sont les outils de production ? Regardons à partir d'outils, comment se construisent des projets individuels ou collectifs alimentant l'économie de l'Internet. Mais avant, pour ne pas faire l'apologie d'Internet, gardons à l'esprit que la plupart des outils qui y sont proposés, qu'ils soient gratuits ou payants, ont pour raison d'existence la collecte des données personnelles de l'internaute. Ces données personnelles sont une monnaie qui s'échange dans l'économie de marché. Elles sont précieuses, elles permettent entre autres un ciblage marketing, la surveillance de masse, via des ordinateurs dotés de supercalculateurs et la prévision informatique de ce que vous pourriez faire. En d'autres termes, aujourd'hui la collecte de vos informations personnelles permet à des entreprises d'accroître votre besoin de consommation, en vous proposant toujours plus de produits ciblés. Mais encore vos données personnelles, une fois traitées, permettent de définir qui vous êtes, ce que vous faites, et ce que vous pourriez bien faire. Ainsi chaque page consultée ou renseignée sur Internet détermine quel mari, quel travailleur, quel sportif, quelle personne vous êtes. Et qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire ? Comme dans le film Minority Report, la prévision informatique et ses applications concrètes se développent encore plus chaque jour. La question qui se pose n'est pas « est-ce que je fais quelque chose de mal sur Internet ?», mais plutôt « est-ce que quelqu'un un jour pourra considérer que ce que je fais est mal ?» De plus, l'affaire Dieudonné de janvier 2014 a créé un nouveau concept de droit, la présomption de culpabilité. Ce qui intègre aujourd'hui dans le droit français la possibilité de vous condamner demain sur la simple présomption d'un délit ou d'un crime que vous n'avez pas encore commis. Revenons à la présentation d'un outil virtuel tel que YouTube. YouTube est une plateforme interactive permettant, comme d'autres, Dailymotion, Vimeo, YouTube, etc., de diffuser ou regarder des informations vidéo. Ce site internet est organisé sous la forme d'une vidéothèque. Chaque utilisateur peut consulter l'ensemble des vidéos présentes. Tous les mois, les internautes regardent plus de 6 milliards d'heures de vidéos sur YouTube, soit presque 1 heure par personne sur Terre. Cette plateforme internet constitue, tout comme les autres du même type, une source de multitude d'informations. Elle forme un socle de connaissances sous la forme vidéo ou audio, que chaque inscrit peut organiser à sa guise. Tous les sujets et toutes les thématiques y sont abordés. Par ailleurs, YouTube permet de diffuser son propre contenu, sa propre production personnelle. Il suffit pour cela de la télécharger en direction du site. Plus de 100 heures de vidéos sont mises sur le site chaque minute qui passe. Comment la mise à disposition de sa propre production vidéo ou audio peut-elle avoir un impact de diffusion ou plutôt, comment participer à l'économie de l'Internet ? Il s'agit alors d'organiser cette diffusion. Soit cette diffusion est envisagée dans le cadre d'un cercle privé, ce qui est le cas d'une vidéo de mariage par exemple. Cette démarche de diffusion implique de promouvoir la vidéo dans un cercle restreint de personnes. Soit cette diffusion est ouverte au plus grand nombre et dans ce cas, l'internaute adopte des actions particulières. Les actions particulières qui permettent la diffusion au plus grand nombre sont premièrement, le paiement auprès d'un site internet d'un montant monétaire, en échange d'une campagne de promotion. Un peu comme une campagne publicitaire. Mais la monnaie étant rare pour la plupart des internautes, les youtubeurs choisissent un autre moyen. C'est-à-dire de développer leur réseau de personnes visitant la page de diffusion de leur production. Pour élargir son propre réseau de connaissances, il est nécessaire de mutualiser les outils. Comme dans la vie réelle, plus nous multiplions les endroits que nous fréquentons ainsi que leur taille, plus nous élargissons notre champ d'action et donc de rencontres. Quels outils pour élargir son propre réseau de connaissances ? Facebook est un site internet dont la fonction principale est de mettre en réseau les individus. C'est le premier du genre.
En France, il regroupe 28 millions d'utilisateurs quotidiens, ce qui en fait une excellente plateforme de mise en relation entre les usagers. En revanche, Facebook est vivement critiquable à bien des égards, notamment parce qu'il manipule les flux d'informations et participe vivement à la collecte des données personnelles. C'est pourquoi, d'autres réseaux sociaux se construisent en ce moment, par les internautes eux-mêmes, avec par exemple, le projet Movim en open source. Facebook est donc une plateforme sociale, c'est-à-dire de mise en relation entre les personnes. Par une organisation informatique de l'information qui est, influencée entre autres, par le réseau de connaissances propre à l'internaute, elle indique des informations qui forment à la fois le réseau de l'utilisateur incité par ses propres intérêts mais aussi, ses propres connaissances. L'observation de l'information se fait sous différents angles, différents points de vue. Les internautes sont connectés entre eux, ils échangent leur propre perception de l'information, ils discutent, ils enrichissent l'information. Ils se constituent en groupes d'intérêt, partageant chacun des valeurs communes. Ils font vivre un ensemble de connaissances sur une multitude de sujets et ainsi, développent ce qu'eux-mêmes sont en capacité de produire. Quelle capacité personnelle de production ? Ce que chacun est en capacité de produire ne se limite pas au strict usage d'Internet, bien au-delà. Certes, sur Internet la visibilité d'une production est criante mais comme Internet fonctionne avec une économie systémique de l'information, la production personnelle que chacun peut diffuser, s'inspire en premier lieu de la réalité, c'est-à-dire de l'expérience personnelle de chacun. Internet reliant les expériences ensemble induit leur critique et leur minutieuse analyse, toujours selon différents points de vue. L'observation de cette multitude d'informations dans des groupes d'intérêt partagés, fait état de véritables constats d'analyse sur une grande variété de sujets. Ce qui nous paraîtrait presque naturel lorsque nous constatons un problème, c'est de trouver et mettre en œuvre des solutions à ce problème. Pour ce faire, nous analyserons le problème pour en décrire tous ses aspects puis, nous formulerons autant de réponses qu'il y a de questionnements pour le résoudre. Tenter de résoudre un problème avec honnêteté, c'est peut-être faire preuve d'itérativité. C'est-à-dire d'aller et retour entre le problème et l'action. C'est un mouvement cognitif, personnel ou collectif, perpétuel, destiné à questionner les solutions proposées et leur fonctionnement. L'efficience en est l'idéal. Cette résolution des problèmes s'observe par le fonctionnement d'Internet. L'itérativité se retrouve dans les groupes d'intérêt qui partagent des informations. Lorsqu'un de ces groupes d'intérêt analyse une information et qu'il cherche honnêtement des solutions, il s'inspire de toutes les expériences qu'il trouve. Il élabore des solutions, il expérimente mais surtout, ses membres partagent sans cesse ce qu'ils observent, faisant évoluer continuellement les idéaux conceptuels. Vers les pratiques sociales de demain. Internet est un outil où circulent des flux d'informations. La contribution à Internet, plus particulièrement la participation à son économie systémique, ou encore contributive, développe des groupes d'intérêt, dans lesquels s'observe l'information. Parmi ces observations, des problématiques sont soulevées. Des internautes organisent et expérimentent des solutions. Leur contribution active à leur propre groupe d'intérêt sur le modèle organisationnel de l'itérativité, favorise des solutions efficientes dans tous les domaines. Internet est donc un outil regroupant des ensembles de connaissances sur des sujets déterminés, formant un socle de connaissances aussi diversifié qu'il y aurait de contributeurs. Ces connaissances permettent de soulever des problématiques dans leurs causes premières et leurs conséquences, afin d'y répondre avec efficience. Elles forment les pratiques sociales de demain, s'expérimentant dès aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie. D'internaute à créatif culturel, il n'y aurait qu'un pas. Si les créatifs culturels ont pour point commun d'observer le monde dans son ensemble et d'œuvrer aux pratiques sociales. Ce n'est pas le cas de tous les internautes. Néanmoins, l'outil Internet, dans son fonctionnement structurel, offre aujourd'hui un socle de connaissances et d'interactions facilitant l'émergence de nouveaux créateurs de culture. Chaque domaine de la vie, quel qu'il soit, est observé par des individus sous l'angle d'un ensemble, proposant des solutions à tous les niveaux d'une communauté. Ces actions répertoriées et classées de diverses manières sur des sites internet, offrent à ceux qui le souhaitent, la possibilité de participer. Ainsi, soit dans une démarche de participation critique et l'analyse d'un quelconque problème social identifié, soit dans la démarche de proposition de solutions, chaque utilisateur d'Internet peut enrichir à son niveau le savoir sur la toile. Cette forme de connaissance toute particulière et collective laisse entrevoir la richesse des diversités du monde, associées de manière complémentaire, en savoir commun. Celui-ci forme l'efficience des propositions d'ingénierie sociale des acteurs qui les développent. Cela constitue en partie la profonde mutation de nos pratiques sociales d'aujourd'hui, mais également une base technique de connaissances pour la construction de celles de demain. Pourquoi vous-même pourriez-vous vous sentir appartenir à cette catégorie socio-culturelle, être un créateur de culture, ou du moins participer à la mutation de nos pratiques sociales ?
Peut-être êtes-vous familier au fonctionnement d'Internet décrit précédemment. Peut-être observez-vous le monde dans son ensemble à travers les flux d'informations qu'un jour vous avez commentés ou même alimentés. Peut-être participez-vous déjà, à votre mesure, à l'observation ou au changement de nos pratiques sociales. Participer à ce profond changement de nos pratiques sociales suppose d'identifier, premièrement, que toute personne volontaire peut prendre part à cette transformation sociétale, deuxièmement, ce qui permet la progression paisible de nos sociétés, particulièrement dans ces pratiques, c'est l'adhésion pleine et entière de ses membres, à celle-ci. L'adhésion pleine et entière, c'est l'acceptation libre et personnelle à quelque chose. Accepter librement induit que nous y trouvons une contrepartie, au minimum morale. Notre existence personnelle est indéniablement liée à un, ou à plusieurs ensembles, un collectif au sein d'une société de règles par exemple. Notre vie personnelle dépend de mécaniques structurelles. Celles-là même qui dessinent en grande partie, nos pratiques sociales. Tenter de comprendre sur un plan moral ou matériel, ce qui constitue mécaniquement ses propres liens avec l'ensemble, dans lequel nous nous déterminons, et, oser de les faire évoluer, n'est-ce pas là une occasion d'améliorer sa propre vie ? Dans ce contexte, être acteur pour soi-même présume d'observer les liens qui nous relient à l'ensemble, d'en définir les particularités et les mécaniques qui les organisent, puis, d'identifier quelles en sont les contreparties, les intérêts personnels et collectifs. Plus il y a de participants à l'élaboration des pratiques sociales de demain, plus les intérêts sont diversifiés. Cette diversité esquisse des intérêts communs, matérialisant peut-être un jour, l'intérêt général. Nos pratiques sociales peuvent devenir des potentiels positifs pour nous-mêmes, et, s'employer à les promouvoir participe à les améliorer. L'union de ces pratiques et la convergence des esprits forment collectivement, des applications concrètes de notre autodétermination à disposer de nous-mêmes, demain. Quelles sont ces nouvelles pratiques issues de l'ingénierie sociale des créateurs de culture ? Ces nouvelles pratiques peuvent être répertoriées en deux catégories. Premièrement, celles qui sont systémiques. C'est-à-dire qui sont intrinsèquement liées aux mécanismes structurels qui forment notre société, comme les règles ou les lois, qui établissent des rôles et des fonctionnements collectifs. Deuxièmement, l'ingénierie sociale contextuelle, c'est-à-dire qui s'inspire d'un ou plusieurs contextes pour apporter des solutions nouvelles à diverses problématiques. L'ingénierie sociale systémique. Comme nous avons pu le voir avec l'émergence des nouvelles pratiques sociales de l'Internet décrit précédemment et, dont le caractère premier est systémique. L'organisation collective et l'économie en sont des exemples concrets. Le fonctionnement même d'Internet, dans son économie, influence l'organisation collective, et réciproquement. De nouvelles règles, attribuant d'autres rôles, et formant d'autres fonctionnements, s'établissent de gré à gré, dans les différents groupes d'intérêts que l'on trouve sur Internet. Comment l'ingénierie sociale systémique de l'Internet influence concrètement la vie réelle ? Le projet Terra, porté entre autres par Frédéric Bosquet, en est un exemple concret. C'est un projet d'ingénierie sociale, souhaitant construire des villages, sur la base d'une organisation sociale, et d'un projet économique, à l'image des exemples décrits précédemment. Le projet met en œuvre l'établissement collectif d'une constituante établissant plus tard, les règles, les rôles et les fonctionnements de ces villages. Il propose également une autre approche de l'économie, basée sur des valeurs autres que seulement marchandes. L'ingénierie sociale contextuelle. Comme nous avons vu dans la description des fonctionnements de l'Internet, qui favorise l'émergence des pratiques sociales de demain. Le savoir commun, les groupes d'intérêt et les volontés, déterminent des problématiques. Celles-ci sont analysées et en découlent des formulations de solutions. L'ingénierie sociale contextuelle est cette formulation de solutions, qui répond à des problématiques posées par un ou plusieurs contextes. Ces solutions se construisent et s'expérimentent à partir de l'expérience concrète de ces contributeurs, qui les partagent et les développent dans leur quotidien, ainsi que sur Internet. Comment répertorier alors l'incroyable nombre des propositions de solutions, étant donné le nombre infini de problématiques déjà soulevées sur Internet et ailleurs ? Pour le moment et malgré des tentatives de regrouper et de référencer des solutions diverses, sur des sujets aussi variés de la part de plusieurs sites Internet, comme le 4e singe, Monsieur Mondialisation, Efficycle et bien d'autres. Le meilleur moyen est encore la recherche personnelle sur Internet de chaque individu intéressé, à sa mesure, et avec sa propre volonté. Quelles sont les perspectives et les pratiques sociales de demain ? Ce que nous montre la définition des usages d'Internet dans sa description contributive, c'est que l'Internet offre un moyen pour chacun de trouver à sa propre échelle, le geste juste et constructif, celui qui met en cohérence, l'individu, son désir, et l'endroit où il vit. La transversalité entre les applications de solutions que l'on trouve sur Internet et leurs applications dans le monde réel relève des initiatives individuelles et collectives.
Des exemples sont nombreux et permettent d'ores et déjà de mobiliser des groupes de personnes, des territoires, des entreprises et des associations dans la construction des pratiques sociales de demain. Si l'on prend 2 sujets à titre d'exemple, qui sont soulevés sur Internet avec toute leur importance, comme le traité transatlantique et les eurorégions, qui sont tous deux une réorganisation du pouvoir politique. Le premier transfère le pouvoir qui fixe les règles et les normes sociales, de Bruxelles aux multinationales. Le deuxième structure le pouvoir à l'échelle des territoires régionaux pour qu'ils traitent directement avec Bruxelles sans passer par l'État. Nous laissant imaginer plus tard, quel poids une région aura-t-elle face à l'Union européenne, en matière de choix politiques. Ces 2 exemples discutés sur la toile nous montrent à quel point il est urgent de faire que chacun puisse participer à la construction de demain, pour faire des règles, des normes, des lois, de véritables choix, venus d'en bas, et non plus des forfaitures imposées de force par le haut. Nous en avons le potentiel et des millions de personnes s'y emploient.